Alors, sur la convention pharmaceutique, un tout petit mot sur la convention pharmaceutique. Donc, vous savez que le choix de la FSPF a été de s'opposer à la tacite reconduction au mois de juin, ce qui a, bon, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois et Gilles l'a fait aussi à de multiples reprises, mais ce qui nous met dans une position un petit peu compliquée parce que nous devons avoir fini les négociations conventionnelles très rapidement. Donc nous, on a fixé la barre, quand on a rencontré le ministre de la Santé, Olivier Véran, on a fixé la barre pour fin janvier, début février au plus tard, parce qu'après, on va être dans le timing des élections présidentielles et aucun ministre ne signera quoi que ce soit puisqu'il sera en pleine campagne électorale et classiquement, on sait que que les mois qui précèdent l'élection présidentielle, il n'y a plus de signature du tout. Donc, ce qui aurait pour but, dans ce cas-là, enfin, ce qui aurait comme conséquence, pardon, de retarder la convention et de nous emmener tout doucement vers un règlement arbitral, ce qui serait la pire des choses, puisque là, on n'a plus de négociation possible, c'est un arbitre nommé par l'État qui va trancher. Et ce qui ne sera pas du tout un bon signe, puisque, comme vous avez une idée, on va bientôt sortir de la période du quoi qu'il en coûte pour savoir qui va payer l'addition, et ça risque d'être compliqué pour les pharmaciens à ce moment-là de se défendre. On a réaffirmé, quand on a vu le ministre, notre volonté de travailler dans la convention et la volonté des pharmaciens d'être dans la convention et l'importance de la convention dans notre activité. Et vous voyez bien que la convention nous a aussi protégés de beaucoup de choses en ce moment-là. Quand on a fait la réforme il y a quelques années, on a fait une réforme économique parce qu'on voyait bien que l'économie de l'officine se dégradait et qu'il fallait faire quelque chose. Donc nous avons fait cette réforme économique qui avait deux buts: stabiliser l'économie pour la remonter dans un deuxième temps, mais déjà à partir de 2018 la stabiliser, et deuxièmement, nous faire quitter le camp du commerce pour aller sur le camp du professionnel de santé avec un acte intellectuel à la dispensation de l'ordonnance. Dans le même temps, comme on avait stabilisé l'économie, on a pu envisager les nouvelles missions, les nouvelles façons de prendre en charge le patient, y compris avec la vaccination grippe. Tout ça, ces 3-4 années dernières ont permis que le réseau pharmaceutique soit prêt pour gérer la pandémie et pour apporter notre aide dans la pandémie. On ne savait pas qu'il allait y avoir cette pandémie. Mais là, une fois de plus, on a eu le nez creux en disant quittons le camp du commerce pour aller vers le camp du professionnel de santé. On a un réseau qui est puissant, qui est présent partout, qui est ouvert avec une amplitude horaire conséquente, où il y a toujours un professionnel de santé. Renforçons ce réseau et soyons prêts. Eh bien, voilà, on a été prêts. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics nous ont tous été surpris et bluffés par la puissance du réseau pharmacien et la solidité du réseau pharmacien. Et tout ça, ça a été permis parce que cette réforme a permis de replacer le pharmacien dans le camp du professionnel de santé. Bien sûr, il faut qu'on continue. Alors, il faut qu'on continue pour des raisons, enfin, il faut qu'on continue dans deux axes. L'axe économique. Hein, donc là, je ne veux pas tout réexpliquer, mais c'est important de le faire rapidement. L'axe économique, en analysant ce qui est pour nous délétère aujourd'hui dans notre rémunération, c'est ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, le 1 euro à la boîte tire la rémunération du réseau vers le bas, donc il va falloir qu'on puisse voir comment on transforme ce 1 euro en éléments qui vont permettre de, une fois de plus, redonner une stabilité à l'économie de l'officine. Deux autres axes économiques, les biosimilaires, où là, il faut qu'on ait une prise en charge du patient et qu'on soit rémunéré pour cette prise en charge du patient. Vous avez vu aujourd'hui, il y a deux listes, une liste médecin, une liste pharmacien. Une liste médecin donnant une rémunération au médecin, une liste pharmacien donnant une rémunération au pharmacien. Je pense que ce n'est pas une bonne chose et un bon signal que d'envoyer qu'il y ait une opposition des professionnels de santé sur les biosimilaires. Je pense qu'il est beaucoup plus intelligent de travailler en synergie. Les médecins veulent une rémunération à l'économie. Nous voulons une rémunération à la prise en charge du patient, pour le suivi du patient. C'est beaucoup plus intelligent. Et le deuxième point, enfin le troisième point économique, ça va être les conditionnements trimestriels. Là aussi, c'est un exemple. Vous avez vu que suite à un procès qu'a fait la FSPF au gouvernement sur la marge qui était faite sur certains conditionnements trimestriels, ils ont eu gain de cause au niveau du Conseil d'État. La réponse du gouvernement, c'est OK, on ne peut pas faire de liste pour dire que telle classe thérapeutique bénéficie d'une marge particulière. OK, on va tout aligner, mais on a tout aligné vers le bas. Ça vous donne une idée aussi de ce que pense faire le gouvernement. Là, on a tout de suite réagi parce qu'on s'est dit, il y a la marge, mais il y a aussi l'honoraire à la boîte qui, pour une boîte d'un mois, est de 1 euro. Pour une boîte de 3 mois, c'est 3 fois 1 euro moins 10%, c'est-à-dire 2,70 €. Et on s'est battu pour que ces 2,70 € restent parce que là, ça aurait été une catastrophe économique pour le réseau si jamais ils avaient sauté.
Voilà les points économiques. Après, bien sûr, dans l'évolution des métiers, il y a d'autres points que nous allons défendre. La dispensation à domicile, qui était quasiment terminée et que nous n'avons pas pu finir à cause du gel de la tacite reconduction, enfin du gel de la convention suite à l'opposition de la tacite reconduction. Le dépistage du cancer colorectal, où nous avons terminé la semaine dernière une réunion de travail et maintenant on va pouvoir le mettre à l'ordre du jour de la commission paritaire et commencer d'envisager le mode de rémunération. Il va y avoir le tabac aussi, où aujourd'hui nous allons nous battre pour que le tabac soit la dispensation des substituts nicotiniques soit pris en charge par le pharmacien dans le cadre d'un protocole, et pas d'un protocole, excusez-moi, dans le cadre d'un parcours de soins. Pas en one shot quand le pharmacien rentre, quand le patient rentre chez le pharmacien, mais dans le cadre d'un dépistage, d'un suivi motivationnel, d'un suivi tout court et d'un dépistage, d'un protocole qui peut durer quelques mois. Et là, on va demander à ce que les substituts nicotiniques soient pris en charge. Et puis, bien sûr, il y avait aussi l'accompagnement des patients diabétiques et peut-être une simplification des bilans qui aujourd'hui sont peut-être un peu chronophages et voir comment on peut les rendre plus simples. Voilà, les négociations vont commencer dans quelques semaines, mais nous avons demandé à ce que ce soit accéléré et on a déjà des groupes de travail pour commencer à poser les problèmes et mettre en place en amont des séances de négociation pour que l'on soit prêt début novembre quand les séances de négociation vont ouvrir. Autre chose que je voulais aussi vous dire, c'est que cette négociation nous met dans une situation un peu complexe. Il faut que les deux syndicats signent. Si un syndicat ne signe pas, il s'exclut de la vie conventionnelle pendant 5 ans. Ça veut dire plus de commission paritaire locale, plus de commission paritaire régionale, plus de commission paritaire nationale et plus possibilité de faire progresser des avenants. Donc le fait d'avoir cassé la convention en s'opposant à la tacite reconduction impose aux deux syndicats de signer, ce qui nous met en position fragile ou de fragilité, mais ça ne nous met pas en position de force. Où les deux syndicats signent, et parfait, ça va, mais si un syndicat signe, il oblige l'autre à signer, même si les décisions qui sont prises ne sont pas pour l'autre syndicat la meilleure possible pour la profession. Donc les négociations vont être un petit peu difficiles, mais voilà, bon, on savait qu'elles allaient arriver. La sortie du quoi qu'il en coûte et de l'argent qui a été dépensé doit aujourd'hui être remis sur la table. Juste une petite chose, l'assurance maladie nous dit que que pendant l'année Covid, nous avons gagné 1,5 milliard de plus. Donc 1,5 milliard, c'est sur l'année. C'est en extrapolant sur l'année. Nous, on est plus pour l'instant sur 1 milliard, 1,2 milliard. 1,5 milliard de plus que les années précédentes à cause de ce que l'on a fait durant la crise Covid. Les masques, la vaccination et les tags. Je l'ai mis dans l'ordre croissant de rentabilité pour l'officine. Et pour l'USPO, il n'est pas question que ce soit un one-shot. Il n'est pas question que ce soit l'année où la Covid était là, que ça nous ait rapporté ça, et qu'on n'inscrive pas dans le dur cette rémunération. Il va falloir qu'on aille la chercher. Dans les nouvelles missions que nous demandons, Gilles en a parlé tout à l'heure, la vaccination, l'opportunité qu'ont les pharmaciens de vacciner tous les vaccins doit être présent. J'ai eu une réunion cette semaine avec différents protagonistes de la vaccination, un pédiatre, un gériatre, le LEM, et puis un autre médecin qui s'occupe de la vaccination, en plus de l'assurance maladie. Et le consensus est pour tous la même chose. Le pharmacien doit pouvoir tout vacciner. Le pharmacien est le principal poste avancé de prévention et il doit pouvoir le faire. Tout le monde le dit, donc maintenant il va falloir qu'on le pérennise. L'autre chose aussi, c'est bien sûr tout ce qui va être test. Tous les tests de dépistage doivent être l'apanage de la pharmacie. Il n'est pas question de nous autoriser à faire un test, puis un autre, puis un troisième ou un quatrième. On doit pouvoir tout faire. Et là aussi, j'avais une réunion avec le professeur qui est en charge du dépistage de l'hypertension en France, qui nous dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire un dépistage d'hypertension n'importe quand? Mais je lui dis, parce qu'on n'a pas le droit. On ne peut pas faire. En dehors de certaines semaines ou du dépistage de l'hypertension, on ne peut pas faire. Il nous dit c'est une aberration, ça doit changer. Donc je dois le recontacter cette semaine pour voir comment on va pouvoir essayer de faire bouger les choses au niveau du gouvernement. On doit pouvoir dépister un patient qui se sent pas bien et à qui on veut faire une glycémie capillaire. En dehors du mois du diabète, je ne peux pas faire. Et puis d'autres tests, le cholestérol, le HIV, l'hépatite, etc. Il faut qu'on ait la possibilité de faire tous les tests et de faire de la pharmacie une porte d'entrée dans le système de la prévention. La prévention, c'est pas une profession, c'est tout le monde.
Et si tout le monde met le doigt dans la prévention, c'est la population entière qui s'en sortira mieux. Donc voilà, tout ça, ce sont ce que nous voulons porter aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle convention de la ligne directrice de l'USPO.